Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, le rap. L'évolution de ce genre est passionnant et tout particulièrement d'actualité. On voit que le genre est devenu une nouvelle pop, il est omniprésent culturellement, politiquement. C'est de ce sujet dont on va parler et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien sûr le lien avec les marques en se posant la question suivante. Les marques sont-elles assez matures pour collaborer avec le monde du rap ? Pour répondre à ces questions, j'ai trouvé sans doute le meilleur interlocuteur possible. C'est Florian Perrodin-Houssard. Salut Florian. Salut Thomas. Florian, t'es expert rap et marque. T'es aujourd'hui à cheval entre le monde artistique et le monde plus de la communication, du marketing. T'interviens en freelance généralement pour accompagner les marques dans cet univers bien large et bien divers, notamment sur de l'événementiel et du digital. Absolument. Et donc la première question que j'ai pour toi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que le rap aujourd'hui est arrivé à cet état de nouvelle pop ? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi omniprésent ? Je pense que ça a d'abord été une réalisation, c'est-à-dire qu'en 2016, on s'est rendu compte de ce phénomène-là, que le rap était omniprésent, principalement parce que c'est devenu statistiquement la musique la plus écoutée. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays dans le monde. Et on s'en est rendu compte pour quelque chose de très simple, c'est qu'à partir de 2016, la SNEP en France et la RIAA aux États-Unis, qui sont les organismes qui décernent les certifications, donc tout ce qui est disque d'or, disque de platine, etc., se sont mis à intégrer le streaming dans les ventes d'albums et donc à le comptabiliser pour les ventes d'albums. Et donc ça change tout, ça. C'est ce qui a été en tout cas un point de bascule parce que mécaniquement, on a retrouvé donc dans les albums qui ont fait le plus de ventes et donc par extension dans les albums les plus certifiés, environ la moitié d'albums de rap du jour au lendemain. Et ça a mis en lumière quelque chose qui était déjà présent depuis très longtemps, qui est en fait le fait que le rap était la musique la plus écoutée, notamment par les jeunes, parce que à l'époque, et c'est quelque chose qui est en train de s'équilibrer, mais le streaming était le mode de consommation de la musique plébiscité par les jeunes. Et donc ça a mis en tout cas en lumière ce phénomène-là. Ok, donc il y a eu une nouvelle industrie qui s'est créée, un nouvel âge d'or. On parle souvent aussi de nouvel âge d'or grâce à la partie streaming. C'est ce qui fait que le rap est devenu omniprésent dans la partie, dans le monde de la musique, voire même on peut aussi penser à toute la partie live. Pareil, je pense que ça arrive un peu dans un second temps, mais c'est aussi très fort. Le streaming, c'est le prolongement d'Internet, et Internet, c'est l'émergence des niches. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui le rap est pluriel parce qu'il existe au sein de ce mouvement plein de différentes niches. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus vrai. On voit des artistes, par exemple, pour les personnes qui connaissent un petit peu, comme Alpha One ou comme Laylo, qui sont des artistes complètement de niche à la base, qui ont un style auquel ils se sont tenus pendant longtemps et qui en fait émergent. Et en fait, c'est ce que Internet a permis, c'est-à-dire que Internet, avec notamment YouTube, a permis l'émergence de niches qui ne concernent qu'une partie de la population, qui ne sont pas forcément mainstream et qui à un moment explosent et le deviennent, mais qui en tout cas peuvent cohabiter. Et aujourd'hui, je pense que ce qui définit ce nouvel âge d'or dont tu parles, c'est la pluralité du rap. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rap un petit peu pour chaque type d'auditeur, pour tout type de profil sociologique, on va dire. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ce rap qui est complètement multiple, avec des scènes qui des fois même vont toucher des publics totalement différents, qui ne se parleraient pas s'ils n'écoutaient pas de rap, a justement ce côté nouvel âge d'or, ce côté très excitant qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette scène. C'est ce qui fait que le genre, le mot, on le sent un peu étriqué parce qu'en effet, il n'y a pas un rap et que chacun a un petit peu chacun sa communauté. Ouais, qu'est-ce qui est du rap aujourd'hui ? C'est un gros débat dans la musique. On sent que le terme, on finit plus de le dissocier entre en sous-genre parce que ça va toucher tellement de gens différents, plusieurs générations aussi, parce que certes, là, on parle d'où on est le rap aujourd'hui, mais en réalité, ça fait un petit moment quand même qu'on entend parler, notamment en France. Ça touche déjà plusieurs générations aussi. Ouais, c'est important de le rappeler. Tu fais bien, c'est une culture qui est vieille de 40 ans. Donc, à 40 ans, il y a au moins 3 générations là-dedans. Et donc, 3 générations d'artistes et 3 générations de fans et de public. Donc, c'est aussi logique. C'est aussi ce qui contribue à cette pluralité. Ouais, c'est vraiment un changement de cap. On continue de l'associer à la musique des jeunes et à juste titre. C'est vrai qu'en effet, ça va permettre d'aller toucher un public jeune. Bien sûr, pour des marques, on va en parler davantage dans quelques temps. Bien sûr. Mais plus tant que ça, ça va aussi. Voilà, on sait qu'il y a aussi des choses qui se sont installées, qui font partie de la pop culture intergénérationnelle, et qu'on voit entrer, qui dépasse même les sphères de la musique maintenant. Oui. On voit le rap arriver ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de signaux qui montrent ça, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe le plus, c'est le côté élément de langage, c'est-à-dire que le rap produit des éléments de langage qui vont être réutilisés dans toutes les sphères de la société. Une des dernières personnes qui a fait ça de manière magistrale, même si elle
elle est à la périphérie de la sphère rap, c'est Aya Nakamura. Elle fait pas directement du rap, mais elle y est associée, ce qui est tout un autre débat. Mais en tout cas, on peut voir que dans sa musique, il y a plein d'expressions qui se sont retrouvées dans le langage populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis de très nombreuses années. Et Le meilleur exemple pour voilà. ça, parce que c'est marrant, il est vraiment arrivé après coup, et en même temps, il est fascinant, c'est En Mode. Ouais. En Mode, c'est rough. Ouais. Mais c'est devenu tellement un tic de langage en plus qui apparaît régulièrement à différents âges qu'on sent que ce truc-là est marqué. Au point d'ailleurs que la référence au titre de Rof paraît sans doute un peu loin, mais je trouve que c'est un bon exemple en effet de voir comment il a pu s'imprégner ou hacker presque un peu le langage aussi. Et une référence les plus récentes, je pense que tu penses à Eus l'Enfoiré et la Moula ou ce genre de choses, tu vois, c'est aussi très très présent encore aujourd'hui. Et puis si tu remontes, encore avant ça, moi l'exemple que j'aime bien citer, c'est celui du terme bling bling, tu vois, parce que c'est un terme qui est vraiment aujourd'hui utilisé et compris par l'ensemble de la population française et qui a été utilisé aussi dans un cadre journalistique pour parler d'un événement politique, à savoir de la présidence de Nicolas Sarkozy aux alentours de 2008. Et donc ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est dans des sphères qui sont complètement déconnectées du rap et qui même en plus à l'époque Sarkozy étant un président qui était très vindicatif envers les banlieues, etc. Donc vraiment on est dans une sphère complètement différente et pourtant ce terme a été complètement adopté dans le langage quotidien alors qu'à la base il vient des Hot Boys qui est le groupe de Lil Wayne à l'époque où il était encore en groupe. Ouais, là aussi c'est pareil, c'est qu'on a même plus tout à fait la référence, juste le mot à infiltrer, à infuser C'est ça. Un petit peu dans le langage, dans la société, et ce pas tout récemment parce qu'en effet on a pas de mal à trouver des exemples qui sont pas si récents que ça. Il y a aussi le fait qu'elle ait quand même récemment passé un nouveau cap, alors aussi parce que des personnes qu'on grandit avec arrivent à des postes qui fait que voilà, la culture rap, la culture hip-hop, donc dans lequel la musique rap s'inscrit, a passé un cap et est devenue, et dans le monde politique, mais on le retrouve aussi dans des cadres culturels, on sent bien qu'elle a passé un cap, elle est vraiment sortie de simplement une musique de niche, quoi. Ouais, je pense que tu vois, il y a eu beaucoup de débats qui ne sont absolument plus d'actualité aujourd'hui, du rap considéré comme une sous-culture avec le côté péjoratif que ça, parce que le rap est c'est un sous-genre, c'est de la musique électronique à la base. Mais tout ce côté justement sous-culture et péjoratif qu'on a pu y associer, qui sont en fait à la fois un mépris de classe, et qui sont liés aussi à des problématiques souvent assez racistes en fait, hein, tout simplement. Ce mépris-là aujourd'hui est un peu, je pense qu'il y a des clichés qui persistent, mais il est renversé par le fait qu'aujourd'hui le rap est considéré comme de la culture avec un grand C, et ça c'est son institutionnalisation qui nous le montre. Là récemment la Philharmonie de Paris a créé une exposition dédiée au rap, qui a duré plus de 6 mois en plus, et on est loin d'être sur quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose sur un temps long, qui a été entièrement assumé, et c'est pas nouveau, ils sont pas les premiers à le faire, mais je pense que le fait que ça soit un temple de la musique, avec un grand M là aussi, là où sont jouées souvent des œuvres classiques, etc., ou contemporaines, mais dans des styles bien différents et qui sont considérés comme par tout le monde comme de la culture, le fait que le hip-hop soit érigé au même niveau, je pense que ça a quelque chose de symbolique. Ouais. Voilà. Puis Kendrick Lamar, quoi, et le prix Peur de Mal-Pro, Pulitzer. Ouais, c'est ça. oui, Kendrick Lamar qui a un prix, voilà. qui n'aime pas un prix qu'on donne normalement en musique et qu'on donne plus pour des œuvres littéraires. Ouais, qui a gagné un Pulitzer, et effectivement, c'est aussi un des symboles de cette institutionnalisation du fait que le rap est reconnu dans des sphères où il était avant méprisé. C'est ça qui est important, je pense. Ça s'est construit bataille après bataille, sans doute, mais en effet, aujourd'hui, donc, cette culture est institutionnalisée et plus aussi contestataire, ou en tout cas pas que contestataire, je dirais. Disons que la subversivité a changé, a évolué. La subversivité, elle est toujours relative à un environnement, et donc ça, c'est quelque chose qui se déplace. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment subversif de dire que la politique est corrompue ? Pas sûr. La subversivité, elle peut se trouver aujourd'hui, notamment dans les représentations de genre, ce genre de choses qui en fait paraissent pas encore si naturelles pour certains visiblement, et voilà, je pense que un rappeur comme Mickey Blanco par exemple, pour moi aujourd'hui a quelque chose de subversif, parce que simplement il représente quelque chose qui est pas encore entièrement accepté socialement. Alors du coup, qu'est-ce qui est si spécifique avec ce rappeur, si tu veux donner un peu de contexte pour ceux qui connaîtraient pas Mickey Blanco? Rappeur queer, donc du coup avec une identité de genre qui est pas aussi
aussi évidente que ce à quoi le public a été habitué, quoi, tout simplement. Et rien que par le fait d'être un rappeur queer et de l'assumer et de tout simplement en fait juste de l'assumer et d'être qui il est, je pense qu'il représente quelque chose. Et d'ailleurs c'est un cas intéressant parce qu'il avait fait une collaboration de marque avec Desigual. Je trouve que c'était quelque chose d'osé de la part de Desigual parce que justement l'image de Mickey Blanco n'est pas lisse et que souvent les marques ont tendance à aller vers des égéries qui sont le plus grand public ou le plus lisse ou en tout cas et là c'était pas le cas. Et donc je pense que c'était quelque chose d'audacieux de leur part et ça m'a beaucoup peiné de voir que en fait j'ai pu voir des commentaires sur une campagne de brand content, donc de choses qui avaient été faites notamment sur du contenu en ligne, et de voir qu'il y avait des commentaires assez atroces quand même. Et c'est là où on se dit, je n'aurais pas voulu penser que c'était prendre un risque que de bosser avec un tel artiste, mais il y avait quand même une prise de risque qui a été assumée par la marque et je trouve ça cool. C'est ça, j'imagine que tu le fais en conscience. Enfin, tu sais que tu vas pas plaire à tout le monde en tant que marque, le moment où tu t'associes en effet à un artiste queer. C'est aussi une belle preuve d'engagement. Écoute, ça fait une parfaite transition. Donc, tu l'as dit, le rap, la culture rap, c'est institutionnalisé. C'est en partie professionnalisé aussi. Voilà, il y a des structures, on va en reparler sans doute. Les artistes en eux-mêmes sont devenus des marques, en tout cas une gestion de leur image aussi qui est beaucoup plus poussée sans doute que ça a été le cas à un moment. Si bien que ça devient envisageable, ça l'a été plus tôt, mais ça l'est plus que jamais en tout cas pour les marques de s'associer à la culture rap, à des artistes rap. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez nouveau. Quels sont pour toi les quelques cas un peu emblématiques, ou en tout cas les cas qui t'ont marqué de collab entre le monde du rap et les marques? Alors il y en a énormément. Maintenant, il commence à en avoir beaucoup, ça y est. Ça commence effectivement, la liste commence à être longue. Moi, il y a un cas qui a beaucoup retenu mon attention, c'est celui de Sprite. Donc c'est un cas côté États-Unis. Les États-Unis ont un temps d'avance là-dessus. La culture est née là-bas à la fin des années 70. Et en fait, dès cette époque, ils ont commencé à s'associer avec des artistes rap pour promouvoir leurs produits. La première fois, c'était en 86 avec Kurtis Blow. Donc un des premiers artistes à avoir enregistré un disque de rap. Ouais, c'est ça, on est vraiment très tôt. Ouais, on est vraiment... 86, l'association au monde du rap, en effet, fallait l'oser. Ouais, le rap vient d'arriver sur le marché du disque, quoi. Avant, ça a commencé à faire une petite émulation dans les quartiers d'où ça vient, etc. Et là, en fait, c'était la première fois où c'était enregistré sur un disque, sur bande. Et donc, dès les prémices de ce mouvement, c'est une marque qui s'est associée. C'est par hasard si elle l'a fait. On peut y voir quelque chose d'opportuniste parce que c'est ce que Steve Stout appelle le marketing ethnique. C'est le fait d'aller cibler une partie de la population, et on sait que aux États-Unis, il y a un aspect communautaire qu'on a moins en France, c'est-à-dire que la société est construite sur différentes communautés qui vivent ensemble. C'est quelque chose d'assez constitutif de la façon dont la société américaine est organisée. C'est vrai, et puis c'est parfaitement assumé, quoi. C'est sur les cartes d'identité où en effet, tu as directement la communauté à laquelle tu es rattaché. C'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et donc Sprite a commencé à faire ça, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des années, il y a eu des pubs qui ont été reprises. Donc le logo, le slogan de la marque, tout ça a évolué, et ils ont fait évoluer leur communication avec. Et on a des artistes, mais vraiment, donc, qui sont à la fois des très grands artistes ou des artistes commerciaux, mais aussi des artistes plus intimistes, plus crédibles dans le milieu, qui s'y sont associés. Donc on voit par exemple Nas, mais c'est pas Nas seul, c'est Nas et AZ. Donc son camarade de longue date. C'est ça, rappeur new-yorkais, voilà. années 90, nettement moins connu que la figure de Nas. Oui. Voilà, on trouve des artistes comme Common, donc qui font partie des Soulquarians, donc quelque chose de beaucoup plus soulful, etc. Rappeur de Chicago émérite, qui est aussi mon artiste préféré. Voilà, qui est aussi acteur par ailleurs, donc qui a développé toute une carrière dans l'entertainment, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est justement aussi ce qui caractérise les artistes rap aux États-Unis, c'est qu'ils sont un petit peu moins mis dans une case, même si c'est des choses qui évoluent en France. Tu peux être rappeur, acteur, etc. Il y a beaucoup de choses possibles. Et en tout cas, donc, pour en revenir à cette marque, elle a vraiment tiré le fil rouge d'une histoire en fait qui s'est construite avec le milieu rap et qui a été bénéfique aux deux, quoi. Et on est vraiment sur un principe gagnant-gagnant. Et donc en fait la marque a continué de faire des pubs donc en télé principalement avec des rappeurs qui apparaissaient à l'écran avec une canette de Sprite qui faisait la promotion du produit, jusqu'à en fait de nos jours où moi un spot qui m'a vraiment marqué, c'était un spot je crois de 2018 avec LeBron James où il met en avant donc la canette de Sprite, etc. Et à un moment il y a Lil Yachty
donc un rappeur plutôt de la nouvelle génération, donc un style de rap très différent de ce qu'on a pu voir sur les cas précédents, très autotuné, très pop en fait. Oui, aussi. Voilà, et qui arrive et qui fait une chanson à propos de Sprite dans une grotte pleine de glace avec des bouteilles, enfin bon, tout un décor assez loufoque, un côté assez what the fuck qui a été très présent ces dernières années dans les pubs. Et c'est très intéressant de voir que d'un côté très classique de une pub télé avec un artiste qui prend la parole et qui fait des rimes sur la marque de manière très explicite, la communication liée au rap a suivi en fait l'évolution de la pub, donc vers quelque chose de plus orienté sur le storytelling, raconter une histoire, raconter plus sur l'émotion aussi. Plus sur un côté aussi second degré, et jusqu'à faire des campagnes de brand content, de choses qui vont être adaptées en web, etc., avec toujours des rappeurs qui vont venir interagir, mais de manière plus fun, moins évidente, un peu plus un peu plus second degré, quoi. Ça paraît un peu plus subtil, un peu plus décalé aussi, mais ce que le rap s'est permis aussi tardivement, ce côté très, très décalé. Il y aura toujours bien des exemples avant là-dedans, mais voilà, le fait que les rappeurs acceptent ce côté entertainer pleinement est plutôt récent. Sprite, c'est un exemple, ce que je trouve très intéressant dans ce cas-là, c'est le fait déjà de démarrer aussitôt, et donc quand même avec un petit pari sur l'avenir, hein, quand même, voilà, il y a une forme, je pense, là-dessus de sincérité. Et de fidélité, qui, je pense, sont la clé de succès de ce partenariat. C'est ça, c'est pas le one-shot opportuniste, on sent qu'ils sont vraiment inscrits sur la durée, qu'ils l'ont aussi fait évoluer avec l'époque. Pour ça, Sprite est un cas intéressant. Quelles pourraient être les autres approches, parce que là, on est vraiment sur une marque qui s'est mariée avec la culture rap. Ouais. De manière peut-être, en effet, un premier pas, qu'est-ce que ça pourrait être, une idée d'opération pour que des marques se rapprochent de l'univers rap? Il y a plein de façons de le faire. Ce qui semble le plus simple et peut-être le moins risqué, c'est on peut utiliser différentes choses d'un artiste. On peut travailler avec lui pour sa musique, on peut travailler avec lui pour son image, on peut travailler avec lui pour les deux combinés, et on peut le faire de façon très différente. C'est-à-dire que la chose la plus évidente, c'est de faire ce qu'on appelle dans le milieu de la pub une synchronisation, prendre un titre existant et le mettre sur une pub. Déjà rien que ça, c'est un premier pas vers l'univers hip-hop, et c'est un premier pas qui a souvent été la porte d'entrée en fait pour beaucoup de marques. Donc moi je pense à Evian notamment, qui ont utilisé Rapper's Delight de Sugar Hill Gang sur une de leurs pubs pour moderniser un petit peu la pub qu'on connaît tous avec les fameux bébés, et qui finalement en 2018 en viennent à faire une création originale avec un rappeur pas très connu qui s'appelle Jay Prince, qui est un rappeur britannique, et dans ce cadre-là en fait modernise complètement leur publicité tout en restant dans la tradition, mettent en avant dans cette pub aussi des éléments de la culture hip-hop. Donc il y a quand même une forme d'hommage aussi et de compréhension de la culture qui est évident, avec ça va de petits bébés qui sont en train de faire du breakdance à d'autres qui font du BMX, etc. Et en fait, c'est des éléments qui sont pas forcément tous directement liés au mouvement hip-hop, mais moi le BMX, ça me fait immédiatement penser à un clip de A$AP Ferg. J'allais y venir, bien sûr, Florcit. Donc voilà, et réalisé par Valentin Petit, GOAT absolu, un Français également, et qui sont en fait proches de la culture street, tout simplement. Pour le coup, c'est intéressant de voir une marque qui était pas du tout dans cet univers-là, et donc qui a en effet ce spot iconique des bébés, de la piscine, sur de la musique classique, qui a marqué à son temps l'histoire de la communication. Et de voir quand même le beau signe d'une époque pour aujourd'hui l'adapter, la moderniser vraiment au sens propre, quoi. C'est-à-dire prendre ce territoire et le mettre en écho avec son temps, et parce donc que en effet de se rapprocher de la culture rap. C'est ça, et parce que c'est moins évident sur une marque une marque d'eau minérale que sur une marque de streetwear. Effectivement, le streetwear fait pleinement partie de la culture hip-hop, donc avoir une marque comme Nike ou comme Adidas qui utilise le rap comme élément de communication, c'est quelque chose d'assez classique, de déjà vu, qui pour autant est fait de mieux en mieux. Enfin, c'est deux marques qui, moi, me bluffent de plus en plus à chaque fois qu'elles utilisent ces éléments-là. Mais c'est des marques qui ont mis du temps en plus à l'accepter, à se lancer. Il y a le fameux cas Lacoste qui a longtemps voulu refuser, qui a mis une certaine distance entre le monde du rap et sa marque. Après, par exemple, tu vois, entre Adidas et Lacoste, c'est une histoire très très différente, même
presque diamétralement opposés, parce que Adidas, il y a le clip de My Adidas de Run DMC dans les années 80 qui en fait est déjà... En fait, ce qui est très frappant dans ce clip, c'est que c'est une pub produit. C'est vraiment, je crois que c'était l'une des premières fois où vraiment il y a eu le côté influence ils ont pris $1 million pour en effet porter les Adidas, c'est ça, pendant un an. Ouais, en fait, pour la petite histoire, ils avaient, leur manager a invité des représentants de la marque Adidas à un concert au Madison Square Garden. Et pour montrer l'impact et justement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence, de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la jeunesse aujourd'hui, ils ont demandé à un moment au public de prendre leurs chaussures, leur paire de Adidas et de les mettre comme ça en l'air, tu vois. Et en fait, voilà, c'est une histoire qui est très certainement romancée, personne n'est dupe, mais la légende veut que les responsables de la marque s'est dit ok, on les signe, et en fait c'est comme ça qu'on a obtenu le premier deal de ce qu'on appelle de l'endorsement, donc un artiste qui est égérie d'une marque. C'est le premier deal qui n'était pas avec une personnalité, avec un athlète en fait, une personnalité sportive. Et donc, on est à quelle époque? On est dans les années 80. Ouais. Ça, donc, très précurseur pour le coup. Et on l'a beaucoup vu, ce côté égérie pour le coup, depuis, avec parfois peut-être plus ou moins de talent, mais c'est quelque chose qu'on a donc beaucoup vu. Est-ce qu'il y a des cas que tu trouves particulièrement intéressants d'endorsement, donc vraiment où des artistes ont été égéris pour des marques? Là, du coup, récemment, il y a un cas qui me vient en tête et je trouve ça intéressant de l'évoquer parce qu'il est très différent en termes de positionnement. C'est le cas de Giorgio avec Givenchy. C'est donc une pub en noir et blanc avec une réalisation très élégante qui a été faite par Panamera. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que Panamera, c'est un collectif de vidéastes qui ont clippé pour des grands noms du rap américain. Ils ont quand même réalisé un clip pour Kendrick Lamar, donc il avait gagné un prix Pulitzer dont on parlait en début. Donc ça a été réalisé par des gens qui, quand même, ont un œil... En fait, c'est des gens qui ont à la fois la culture luxe et la culture musique. Donc, c'est pas anodin. Oui, c'est ça. Donc, il y a Giorgio qui est un rappeur. Ils sont allés chercher ce rappeur. C'est ça. Mais donc, eux-mêmes aussi, la réalisation en tant que telle, des personnes baignées dans cette culture. Et ensuite, je pense que c'est les personnes d'Universal qui, en l'occurrence, sont allées proposer très certainement Giorgio à Givenchy, sachant qu'il me semble qu'il y avait le pendant de cette campagne avec Jacob Banks sur le volet international. Et donc cette campagne-là est intéressante parce qu'on y voit Giorgio qui est en train de déclamer un poème d'Alfred de Musset. De rapper. Justement, je dirais pas vraiment qu'il le rappe, mais de déclamer. Il le déclame avec toute la culture rap qu'il a d'intérioriser. Donc, il le déclame comme un rappeur. Bon, il le rappe, ok, si tu veux. Et en fait, donc moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon plus subtile de travailler avec un artiste rap que simplement dire, ok, il va écrire un texte sur la marque. Ce qui est très cool et ce qui peut grave se faire. J'ai des exemples, je sais pas, avec Medine par exemple pour G-Shock, ou il y a vraiment des choses belles à faire à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ok, si on veut donner une image plus luxe ou plus premium, il y a aussi d'autres éléments qu'on peut venir intégrer là-dedans. Et le fait d'utiliser un poème classique, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça positionne aussi le rappeur comme ce qu'il est déjà. En plus, Giorgio a un côté... c'est un mec qui est en fait à la fois très crédible de base et puis qui est devenu en fait avec le temps vraiment un grand monsieur, quoi. Et Vald, qui est un autre rappeur très connu et très plébiscité en ce moment, parle de lui comme ça. Il dit que c'est devenu un grand monsieur parce qu'ils ont commencé ensemble. Et donc, si tu veux expliquer exactement le contexte, donc Giorgio déclame un poème, c'est ça. Déclame ce poème avec une réalisation en noir et blanc, etc. Et pour la marque Givenchy. Donc, c'est pas son texte, c'est celui d'Alfred de Musset. Absolument, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, on obtient une réalisation qui est très, très élégante et qui a à la fois de l'élégance et de la crédibilité. Et en fait, pour moi, ça, c'est juste le pendant français. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la France a vraiment une culture du texte. Là où, tu vois, aux États-Unis, c'est la musicalité un peu avant tout, la musicalité des mots. En France, on est une culture de gens qui écrivent. Et le rap est imprégné de ce truc-là. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on reproche aux rappeurs, on impose aux rappeurs il faut qu'il y ait du fond, quoi. Ouais. Ça, on sent que c'est important. Là où les États-Unis ne s'embarrassent pas avec ça. Si on a, tant mieux. Si on n'a pas, ça n'empêche pas d'être artiste, quoi. Mais du coup, donc c'est intéressant d'avoir Giorgio qui fait ça, qui fait honneur à une certaine tradition française, etc. Et qui met en avant ce texte d'une manière qui correspond au monde du luxe, quoi, et qui porte cette image aussi parce que
Il a cette tête de minet, tu vois, de personne, voilà, de genre idéal un peu, mais avec quand même un petit côté subversif, tu vois. Donc c'est quelque chose qui, je pense, correspond bien à la marque. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est le pendant. Aux États-Unis, on a A$AP Rocky ou Travis Scott qui ont, je pense à des collaborations avec Saint-Laurent, par exemple, ou Dior, tu vois. C'est des artistes qui ont travaillé avec ces marques-là. Donc voilà. Et ça, c'est presque un sujet à part entière, mais le monde du luxe et celui et l'univers hip-hop et la street culture, même de manière plus globale, c'est un rapprochement qui est fait depuis très longtemps. Ça remonte à l'époque de Dapper Dan, dans les années 90, qui était une sorte de faussaire, en fait, qui refaisait des pièces de chez Gucci, etc., qui avait été obligé de mettre la clé sous la porte, pardon, et non pas le pied dans la porte, et qui finalement a ensuite collaboré avec Gucci très récemment, là, tu vois, à la fin des années 2010. Voilà, il y a des artistes comme Kanye West qui ont complètement ouvert les portes. Virgil Abloh en a été le meilleur exemple et a été son prolongement en fait de ça. Tout le monde du luxe, en effet, est très, très proche. Enfin, finalement, ça a mis du temps là aussi pour se côtoyer, mais c'est vrai que s'il y a bien des marques qui sont aujourd'hui assez matures pour collaborer avec le rap, c'est vrai que c'est clairement le luxe. Parce que naturellement aussi, le monde du rap a toujours eu une sorte de fantasme vers des marques de luxe. Ouais, très clairement. Mais aussi les marques de luxe ont joué le jeu, ont compris que certains rappeurs avaient en effet cette image, sont des marques de luxe en tant que telles. Tu parlais d'A$AP Rocky. A$AP Rocky, c'est impressionnant, c'est une marque de luxe. PNL aussi, je trouve, dans vraiment leur manière. C'est pas un hasard s'ils sont invités au défilé de Chanel, tu vois. PNL qui poste un tweet pour dire non merci Chanel, mais la prochaine fois. Qui se permettent de snobber Chanel, mais en même temps, ils bénéficient de cette image aussi. C'est PNL, ils ont le droit. Et puis voilà, encore une fois, c'est pas un hasard si là Kendrick Lamar était en train de rapper sur le défilé de la dernière collection de Louis Vuitton aujourd'hui en 2022. Ah ouais. Mais je trouve le point commun, et donc pour revenir sur cet exemple de Givenchy, en effet, avec Giorgio, il y a quelque chose quand même de très fin. Il y a l'idée de se dire ok, on va chercher un rappeur, mais déjà on va pas essayer de simplement juste reprendre des codes un petit peu bêtement et juste claquer notre logo à la fin. Il y a quelque chose d'un petit peu subtil dans l'approche, le fait de ramener en effet le texte d'Alfred de Musset. Je trouve qu'il y a une bonne pratique en tout cas à tirer donc de cette partie endorsement, de cette logique d'égérie. C'est utiliser l'artiste comme un interprète en fait. Ouais. C'est ça, c'est ce côté de ou utiliser ta musique, donc pour reprendre ce que tu disais un peu plus tôt, ou alors en effet utiliser l'artiste et son image. Est-ce que tu vois donc un autre point, une étape d'après peut-être, où les marques peuvent en effet se rapprocher du monde du rap ? Je pense que l'étape d'après, c'est ce qu'on voit déjà aux États-Unis, et c'est le fait d'intégrer l'idée que un artiste, c'est quelqu'un qui fait partie d'un écosystème plus global, qui est celui de l'entertainment. Et c'est une vision très américaine. En France, on parle pas d'entertainment, on parle de culture. Et c'est vraiment une vision très différente, c'est-à-dire que l'entertainment, il est lié à du sponsoring. C'est comme ça qu'en fait qu'il peut fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui génèrent de l'argent, mais il y a aussi une partie de l'argent qui vient d'une sphère privée, qui vient des marques en fait. En France, la culture, elle est plutôt subventionnée que sponsorisée. Traditionnellement. C'est ce que j'allais dire, je trouve. Le rap fait un bon contre-exemple. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui évolue et je pense que le rap fait bouger les lignes à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on a une vision de la culture qui est plus un bien public. Tu vois, et donc le fait qu'il y ait des marques privées qui viennent mettre leurs pattes dedans, c'est toujours quelque chose qui a pu être un peu décrié. Les collaborations artistes et marques, de base, il y a toujours un peu ce truc, ah ouais, c'est un vendu. Enfin, il y a souvent ce genre de commentaires. C'est la trahison, quoi. T'as trahi ton art en collaborant avec une marque. Là où aux États-Unis, comme pour utiliser ton expression, ils s'embarrassent pas avec ça. C'est vraiment, non, ça va ensemble. L'aspect business peut être plus facilement lié à l'aspect artistique, et c'est aussi un truc très culturel, c'est-à-dire qu'en France tu parles pas d'argent, ça met mal à l'aise de parler d'argent quel que soit le contexte. Aux États-Unis tu exhibes ta fortune pour montrer que tu as réussi, la réussite financière est un signe de réussite, donc bon, c'est culturel. Ouais, le caractère très américanisé du rap lui a donné aussi l'avantage donc, et se rapprocher de l'influence, parce qu'en fait le fait de sponsoriser du contenu, ou en tout cas de sponsoriser ce qu'on fait, c'est une logique d'influence finalement qu'on voit développer sur d'autres secteurs. Le rap a ça, cette logique de brand content, parce qu'on a le droit d'utiliser des mots comme ça. Oui. Ici on a le droit, je pense. Ici exactement, on a le droit. Il y a une logique de brand content réalisée donc par les rappeurs pour des marques, avec des marques sans doute. Et tu vois, justement, j'ai un contre-exemple qui me vient en tête là de quelque chose qui n'avait pas fonctionné,
qui pourtant aurait pu être bien vu. C'était une association entre Akhenaton et Coca-Cola, où Akhenaton a produit un titre pour Coca. Et ça a été très mal perçu par la plupart de la communauté. Akhenaton a été amené à se justifier. En tout cas, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et il avait rappelé quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le rap est un produit du capitalisme, en fait, fait partie, s'intègre dans le capitalisme. Évidemment, il y a toute une partie du rap qui est complètement opposée. On parlera pas de Public Enemy et compagnie parce que c'est évident. Et tout cet aspect justement contestataire est clé et très important dans le rap, mais n'empêche que bon, voilà, il suffit de citer 3 noms, tu cites Dre, Diddy et Jay-Z, et tu as compris que ça faisait pleinement partie de du capitalisme. Ouais, en France, on n'aurait pas de mal à trouver des équivalents, en effet, de Ninho ou d'autres artistes qui sont pas politiques, mais qui, de fait, en effet, par contre, ont un rapport à la réussite personnelle, à la richesse, qui fait que c'est à la fois un bon reflet de notre époque et qui est en effet une vision d'artiste pleinement dans son temps, et donc avec aussi une vision capitaliste, à défaut d'être une vision politique de sa part. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, pour en revenir à cet exemple, en fait, donc, Akhenaton avait rappelé ça. Il avait dit, bah voilà, c'est une culture capitaliste, et puis on n'est pas toujours obligé de. Enfin voilà, on peut aussi s'amuser. Coca, parce que les valeurs de Coca, c'est l'hédonisme, quoi. Tu vois, c'est une marque qui porte cette valeur-là. La liberté, quoi. Voilà, la liberté, l'hédonisme, c'est des valeurs. Il y a une forme de légèreté souvent là-dedans. Et tu te dis, bah ouais, ok, ouais, en vrai, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bah, parce que il y a juste en fait une petite erreur de casting à la base. C'est que oui, le rap peut être comme ça, mais le rap de Akhenaton et a fortiori le rap de IAM, bah c'est pas forcément à ça que ça se rattache. C'est justement quelque chose de beaucoup plus profond. C'est des textes engagés avec une forme de sensibilité sociétale. Enfin, c'est en fait des valeurs qui, je trouve, sont assez éloignées des valeurs de Coca-Cola, et ça veut pas dire que l'une ou l'autre est mauvaise, ça veut simplement dire qu'il y a juste un mauvais match. Et je pense que c'est ce qui fait aussi une bonne association, tu vois, entre une marque et un artiste, ou en tout cas de toute manière entre deux entités, une bonne collaboration dans l'absolu. C'est un alignement, tu vois, un alignement en termes de valeurs, un alignement en termes de cibles, et qui en l'occurrence, bah, ça aurait pu être une bonne idée, et en fait empiriquement on a vu que bon, ça l'était pas vraiment, vu la réaction qu'il y en a eu, qui était plutôt un bad buzz. Ensuite, on pourra argumenter que n'importe quelle communication est une bonne communication et qu'il n'y a pas de bad buzz, mais ça, on laissera Kanye West en discuter. C'est vrai, c'est qui fait pleinement carrière là-dessus désormais. Donc il y a un alignement qui peut être plus ou moins bon, en tout cas c'est ce que je vois. L'exemple de Givenchy et le contre-exemple de Coca que tu citais, il y a un enjeu de casting, de trouver la bonne idée, le bon contexte, mais également de trouver la bonne rencontre, enfin de créer la bonne rencontre avec la bonne personne pour vraiment que ça puisse être une réussite, cette collaboration. Est-ce que tu vois d'autres écueils qu'il faudrait éviter ? Bah, il y a toujours l'écueil de mettre les pieds dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'expertise est importante. L'expertise, elle va te permettre la crédibilité. Donc, l'expertise vis-à-vis du rap, elle peut venir de plein de personnes différentes, mais c'est important d'aller la chercher. Ça peut être l'expertise de personnes en interne, si tu bosses à une marque. Il peut y avoir dans tes équipes, quelqu'un qui maîtrise très bien cette culture et qui l'aime, parce qu'il y a aussi quand même un peu d'amour dans tout ça, qui est un peu la clé du truc. Si tu aimes cette culture et que tu la respectes, il y a de fortes chances que tu en comprennes et que tu en aies intégré les codes, et donc que tu fasses quelque chose de pertinent. Et que aussi tu fasses attention à ne pas la salir quelque part, et à ne pas jouer avec ses clichés, à ne pas mettre en péril son image. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire que c'est une culture que j'aime profondément, dans laquelle j'évolue depuis de nombreuses années, et c'est hyper important, je pense, de la respecter, et ce respect, il passe par au moins prendre le temps de la comprendre. Ouais, c'est toujours cette juste nuance, je trouve, qui demande de connaître les codes, de à quel moment tu ris avec le rap, parce qu'en effet, on le disait, voilà, il y a moyen d'avoir une part de dérision, et de tout n'a pas besoin d'être pris au premier degré, et le rap actuellement d'ailleurs va pleinement vers ça. Et voilà, c'est rire avec le rap et rire du rap, quoi. Mais ce qui pourrait être vrai à d'autres sphères qu'avec le rap, mais je trouve qu'il y a vraiment cette nuance-là qui passe par le fait de vraiment connaître les codes. Ouais. C'est très vrai sur des parodies, je trouve. Où tu vois des personnes qui ont réussi à faire des parodies juste parce que c'est des personnes qui ont baigné là-dedans, et on trouve plein sur YouTube, et des personnes qui en effet se moquent mais avec une trop faible compréhension de ce qu'est le rap, et déjà c'est pas forcément très drôle. Du coup, c'est grossier en fait. Voilà. Et on sent qu'il y a une forme un peu de trahison, enfin voilà, on comprend que certaines personnes puissent, ou de mépris simplement. Qu'ils puissent y voir une forme de mépris.
Est-ce que tu vois donc, est-ce que tu vois d'autres clés? Alors, tu disais l'une des clés, c'est en effet d'avoir quelqu'un en interne. Ouais. J'imagine c'est aussi d'être accompagné, et c'est aussi ce que tu fais. Est-ce que tu as un exemple peut-être justement de moment où toi, en tant que consultant rap et marque, tu as pu intervenir? Bah moi, il y a le client avec qui je travaille le plus, c'est Red Bull. Et je les accompagne sur en général donc des opérations en lien avec le rap. C'est principalement, ça peut être soit de l'événementiel, soit du digital. Avec la période qu'on vient de traverser, ça a été principalement du digital, je te le cache pas, et c'est sur des OP très chouettes. Ça. Et donc en fait, là par exemple, je vais te donner ouais, un cas concret. On a fait avec eux une opération qui s'appelle Punchwriter, qui est en fait un carnet de rimes digital où tu écris des punchlines. Punchwriter, c'était un peu l'idée du nom. Donc, Et, alors t'écris des punchlines, donc concrètement t'écris des phrases, hein, donc c'est ça. t'écris un texte. Oui, parce que donc une punchline. Donc, c'est ça, c'est une partie d'un texte, c'est une rime. C'est ça, c'est en tout cas une figure, c'est une métaphore en fait. Une punchline, c'est une métaphore. Et donc tu écris Enfin, le principe c'était qu'il y avait une association avec un artiste qui écrivait les 4 premières mesures d'un son, d'un morceau. Et ensuite, on met ce texte sur une plateforme, on met l'instrumental. Donc les gens peuvent lire le début du texte, écouter l'instrumental, et ils vont pouvoir chaque semaine proposer la suite. Et un peu à la manière d'un cadavre exquis, le son va se construire une semaine après l'autre. Et donc en fait, les utilisateurs, comme on les appelle dans le digital, ou simplement les fans, ce qui est un terme qui me convient un peu plus, vont donc proposer. Donc c'est une plateforme où tu peux proposer du coup tes rimes. Chacun propose et il y a une espèce de tirage, enfin c'est pas un tirage au sort, c'est une sélection qui est faite par l'artiste, par la marque. Moi j'ai pu faire partie aussi de cette sélection-là. Donc on sélectionne les punchlines et on dit ok bah celle-là elle est chambée, c'est celle qui va faire la suite du texte. Et donc le texte se construit comme ça semaine après semaine et il y a tout un dispositif où à la fin les personnes dont le texte a été sélectionné vont pouvoir aller en studio avec l'artiste. Il y a une rencontre avec l'artiste qui se fait, etc. Et quelque chose qui se concrétise et le son qui va être ensuite réécrit, réenregistré, etc. et qui va sortir. Ouais, donc la marque se fait un peu entremetteuse. Enfin, elle vient voilà, proposer à la fois une visibilité à un artiste et ensuite elle propose à ses fans, en tout cas à ces personnes qui la suivent, de coécrire le texte rime par rime. Et c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant de bosser avec Red Bull, c'est parce que c'est une marque qui a donné énormément de force au rap français depuis quelques années. Ce que je voulais dire, t'arrives pas là, tu peux sans doute pas démarrer par ce type d'opération qui est super engageante, parce que le fait de proposer à des personnes de ta communauté d'écrire des rimes, c'est super engageant. C'est quelque chose qui doit se construire étape après étape, mais ils en sont pas à leur premier coup d'essai avec Ils le ont rap. fait des concerts, ils ont fait plein d'événements, des conférences. Pendant un moment, le Red Bull était un des meilleurs médias sur le rap, enfin, sur la musique même en général. À l'époque de la Red Bull Music Academy, c'était quelque chose d'assez grandiose. C'est vrai qu'on les connaît beaucoup pour la partie sport extrême, et c'est d'ailleurs souvent un peu le cas d'école quand on veut parler de brand content. On cite souvent Red Bull pour tout ce qu'ils ont pu faire pour les sports extrêmes, moins sur la partie musique et tout particulièrement le rap. Pourtant, c'est vrai qu'ils ont fait énormément de choses. Et ce qui est intéressant quand tu bosses avec eux, et vraiment c'est qu'un exemple, tu vois, c'est pas pour les flatter, c'est parce que vraiment c'est criant, parce qu'en fait il y a plein de gens chez eux qui vraiment sont des fans de rap, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils sont recrutés même. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en label avant, ou enfin c'est des gens qui connaissent l'industrie du disque en fait. Et du coup c'est pour ça que c'est passionnant de travailler sur ce genre d'opération. Donc c'est qu'un exemple. Et pour répondre plus spécifiquement à ta question sur une OP comme ça. Ouais. Toi c'est quoi ta contribution à ce moment-là? Moi ça a été à la fois donc ce qu'on appelle le naming, donc trouver le nom de l'opération en collaboration avec les gens de la marque. Donc j'ai fait des propositions, on en a discuté ensemble et on a choisi. C'est toute la partie direction artistique de la plateforme, à quoi ça va ressembler, quelles vont être les couleurs, quels vont être les typos, qu'est-ce qui fait rap, qu'est-ce qui fait, tu vois, qu'est-ce qui donne un peu cette patte à la plateforme et qui va faire que un fan de rap va s'y sentir un peu à la maison, va retrouver des codes qu'il connaît, etc. Et du coup, il va trouver ça cool. Et puis, donc, toute la même chose sur l'aspect, ce qu'on appelle, c'est un peu un gros mot de la com, mais le copywriting, donc toute la partie rédaction des mots qui sont utilisés sur l'ensemble de la plateforme, du salut, bienvenue, jusqu'à la fin de l'expérience. C'est ça, vraiment toute la tonalité que tu amènes de manière à pouvoir parler vraiment à des personnes qui ont ces codes-là et qu'elles les retrouvent.
Voilà, ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, donc là c'était pas le cas pour cette OP là, mais ça peut être aussi discuter du choix de l'artiste ou des artistes partenaires. Est-ce que c'est pertinent? Pourquoi? Parce que l'artiste, il ou elle est connu pour telle et telle caractéristique, et du coup ça fit avec avec l'idée de base de l'opération. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus dans le flow, machin? Bon, quelle est sa fanbase? Donc ça c'est aussi des réflexions qu'on est amené à avoir. Ouais, tu viens vraiment proposer, en partie, ouais, ta bonne compréhension des codes, et puis de l'industrie pour en effet être plus sur cette partie sélection. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de projets sur lesquels je suis une caution rap, en tout cas. Pour être sûr d'être bien aussi dans la bonne direction. Ouais, c'est ça. Pas, justement, oui. Ça fait partie des bonnes pratiques, mais c'est vrai que tu le disais, il y a aussi des personnes en interne. En tout cas, voilà, faut être sûr d'avoir ces personnes qui vont pouvoir avoir les codes et qui vont pouvoir s'assurer de parler aux communautés, au pluriel, à la bonne communauté même sans doute d'ailleurs du rap. Ouais, et puis ça, voilà, donc ça, il y a des gens en interne, il y a des consultants externes, il y a des agences, il y a plein de gens il y a des médias aussi. Moi, je sais que le fait d'avoir dirigé un média depuis plus de 8 ans, donc, qui s'appelle Backpackers, c'est aussi quelque chose qui m'apporte en expertise en fait. C'est parce que tu as cet angle-là, tu as l'habitude de parler de musique, de mettre les mots sur ce que tu écoutes, de dire pourquoi tel ou tel artiste est intéressant, pourquoi est-ce qu'il mérite d'être écouté, pourquoi est-ce qu'il mérite d'être mis en avant, du coup dans une OP aussi marketing, pourquoi pas. C'est vrai. Puis c'est vrai que le brain content n'est pas du journalisme et le journalisme n'est pas du brain content, mais forcément voilà, les deux sont assez associés. C'est intéressant aussi d'avoir ces codes-là. Il y a un côté à la fois rédactionnel et de storytelling, quoi. Encore un gros mot, mais voilà, on raconte des histoires et on les raconte. Je trouve que c'est aussi ce qui lie pour beaucoup la communication et le rap. Oui, c'est cette capacité à créer des imaginaires et à raconter des histoires. Oui, et puis c'est ça qui fait que je pense qu'il y a un rapprochement naturel entre rap et pub, c'est que les rappeurs sont des storytellers nés et sont aussi, et c'est un peu tout l'imaginaire du hustle dont des rappeurs californiens comme Nipsey Hussle sont un peu les alors, fers de lance. Qu'est-ce que le hustle? Alors, est-ce que tu veux c'est un mot qui est difficile. Définition. C'est un mot qui est difficile à décrire, mais c'est l'esprit d'entreprise. Je dirais. Il y a un côté système D, quoi, débrouillardise, il y a ce côté un peu on s'en sort par soi-même. Quoi. Et c'est ça, et c'est un peu la caractéristique du rap, et comme le gaming, où c'est une sphère qui a créé ses propres canaux de diffusion, quoi. Ouais, il y a vraiment ce côté ils n'ont pas eu besoin, enfin ils ont tellement été repoussés aussi quand le gaming est arrivé ou le manga, là aussi je pense à ces communautés-là en fait, qui sont des vraies industries maintenant, qui pèsent beaucoup mais qui ont longtemps été rejetées. Donc clairement le rap a créé aussi ses propres médias et c'est ce qu'il fait pour reboucler avec le début. Tu disais 2016-2017, on se rend compte en fait d'un coup des chiffres de si en fait le rap c'est quelque chose et on le voyait pas avant parce que ça existait sur des blogs, etc. aussi il y a une certaine époque et en dehors un tout petit peu du radar mainstream. Ouais, aujourd'hui il a intégré l'écosystème mainstream, mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, faire comprendre que le rap c'était une culture à part entière, c'était encore un peu un combat, quoi. C'est peut-être là où les marques aussi peuvent avoir un intérêt et tendre une main d'ailleurs vers le monde du rap, c'est le fait d'ouvrir et d'installer définitivement le monde du rap, l'institutionnaliser ou en tout cas voilà, de créer un pont. Voilà. Je me dis que ça peut aussi se faire dans les deux sens, que les deux ont beaucoup à s'apporter, le monde du rap et le monde plus des marques. Oui, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de les rapprocher, en fait. C'est parce que c'est deux choses qui paraissent très opposées quand tu les connais pas, et dès que tu les connais, dès que tu as un pied dans chaque, tu vois tous les parallèles, tu vois tous les liens qui sont en fait complètement évidents, et les mécaniques qui sont les mêmes dans la promotion, tu vois, dans juste même la manière de travailler. Donc, je trouve que qui est assez logique. La logique de communauté en plus qui est très forte dans le côté rap, les personnes arrivent à fédérer souvent des noms d'ailleurs. Voilà, le moment où t'es rappeur, tu donnes un nom à tes fans qui te suivent, etc. Il y a beaucoup de choses où les marques pourraient peut-être pas aller aussi loin parce qu'il n'y a pas une association qui est aussi forte. Parce que voilà, la musique fait forcément qu'on parle beaucoup plus profondément, il y a beaucoup plus un rapport aux émotions, mais tout de même, je trouve qu'il y a des choses inspirantes aussi dans la sphère du rap sur cette dimension communautaire assumée qui est vraiment forte. Ouais, puis c'est intéressant d'aller de toute façon se servir de la culture pour promouvoir des choses, parce qu'une idée culturelle
sera toujours plus forte qu'une idée marketing. C'est pas de moi, cette phrase, mais genre, c'est quelque chose d'assez évident. C'est qu'en fait, émotionnellement parlant, tu es plus engagé sur de la musique, sur du cinéma, sur de la série, sur du gaming, sur du sport, sur tout ce que tu veux. Tu es naturellement engagé dans des choses qui te font vibrer et dans lesquelles tu résonnes. Et c'est pour ça que beaucoup d'industries vont chercher du culturel pour faire de la promotion de leurs produits. Et le halftime du Super Bowl en est la meilleure enfin, un peu le paroxysme, tu vois, de ce truc-là où, bon, bah voilà, en plein milieu du plus grand événement sportif du pays, tu as deux grands événements, c'est les pubs et le concert. Bon, elle est dans l'autre sens, le concert et les pubs. Enfin, faut pas déconner non plus. Quand même, d'abord le concert, surtout si c'est Dr. Dre. Ça, Bah, surtout, ouais, le dernier là avec Dr. Dre, Eminem, 50, Anderson .Paak, Mary J. Blige et compagnie. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas dit Kendrick Lamar. C'est vrai. Donc je vais redire Kendrick Lamar. C'est vrai qu'en vrai, c'était ma partie préférée. Quand même. Ma dernière question, c'est de se projeter un petit peu. Donc on est revenu un petit peu en arrière sur voilà, d'où on peut partir la relation marque-rap. Ça peut être quoi pour toi le futur? Je pense notamment en France. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme future collaboration entre les marques et le rap? Bah, je pense que c'est des collaborations de plus en plus intégrées à l'écosystème du divertissement. Parce que tu vois, on parlait d'entertainment et de culture tout à l'heure. Il y a un terme qui fait un peu le pont entre les deux quand même, c'est le divertissement, et qui est plus acceptable en France. Et je pense que tu vois là, on parlait d'Adidas récemment, ils ont fait une association, donc il y avait à la fois du brand content, donc pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, des petites capsules vidéo notamment, tu vois, pour Insta, etc. Et puis on a pu avoir de l'affichage dans le métro parisien. Enfin, il y a eu donc toute une campagne à la fois print, digital, etc. qui était avec Dinos, Luz and the Yakuza et Adèle Exarchopoulos pour promouvoir le côté recyclable de leurs produits, le côté vert. On en pensera ce qu'on veut. Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est une démarche éco-responsable? C'est pas le sujet là en l'occurrence. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que et c'est quelque chose qui est fait depuis assez longtemps en vrai, mais pas forcément adroitement, c'est d'aller mixer ça avec d'autres univers. Tu vois. Et je repense aussi, par exemple, je sais qu'à Cannes, il y avait Nekfeu et Pierre Ninet qui avaient fait des sketchs avec Marion Cotillard, tu vois, il y a de ça quelques années. Et en fait, quand tu mixes le rap avec d'autres éléments de la pop culture, ça fait souvent un mélange assez détonnant. Il y a aussi un peu des fois un clash d'univers qui est intéressant, tu vois, et qui est surtout inattendu, en fait. Et moi, les meilleurs exemples de pubs que j'ai, enfin le meilleur exemple, celui qui je pense m'a le plus frappé, qui revient tout le temps dans une pub dans laquelle il y a du rap, c'est une pub qui est en plus, donc c'était une pub pour le Super Bowl en l'occurrence. C'était une collab, enfin c'était une sorte de pub croisée entre Doritos et Mountain Dew qui font une espèce de match entre Doritos qui viennent de sortir leur saveur Flaming Hot, donc un truc qui est censé te brûler la bouche tellement c'est piquant, et le Mountain Dew Ice, donc quelque chose de rafraîchissant à l'extrême. Et donc tu as deux rappeurs, respectivement dans un camp et dans l'autre, donc tu as Busta Rhymes et Missy Elliott qui entraînent deux acteurs, dont Morgan Freeman, à se faire un clash où en fait ils rappent des paroles hyper vite. Et donc ça fait la promotion des deux produits qui sont... et en plus de ça, ça utilise la culture du clash, qui, rappelons-le, n'est pas que l'essence du rap, il n'y a pas que ça dans le rap, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est compris et intégré par beaucoup de gens. Donc c'est brillant. Ouais, c'est un bon exemple d'intégrer ça, de réamener en plus, le nom va me manquer, mais l'acteur de Game of Thrones. Je suis pas sûr que le nom me reviendra. Mais en effet, c'est Morgan Freeman et un acteur de Game of Thrones. Donc, il y a ce lien avec la culture du cinéma, des séries, qui se matchent et qui fait que voilà, non seulement on s'associe au rap, mais on s'associe plus globalement à la pop culture dans laquelle le rap est un élément majeur, n'est pas le seul. Et on ouvre un petit peu finalement voilà, l'ensemble de la pop culture. Toi, c'est ça. C'est très bien résumé. C'est ça le futur. Eh ben écoute, on verra ce que nous donnera l'avenir. Ce qui est certain, c'est qu'on peut imaginer plein de bonnes choses pour les marques et le rap. J'en suis sûr. Affaire à suivre, bien curieux de voir ce qui en adviendra. Je pense qu'en France, on en est encore qu'aux prémices et il y a effectivement énormément de choses. Il y a tout un espace et toute une place à prendre. Il y a certaines marques qui sont, par leur culture et par leur histoire, plus proches de cette culture et pour qui c'est forcément plus évident. Et il y en a aussi qui ont tout à gagner à aller faire un pas vers cette culture vieille de plus de 40 ans. Et je pense que les produits laitiers à ce sujet est un exemple édifiant
Ils ont fait une campagne de brand content avec un média belge qui s'appelle Check. On a eu l'occasion de recevoir, donc à la fois côté marque et côté média, j'ai eu l'occasion de les recevoir dans une conférence que j'avais donnée. Et voilà, je pense que sincèrement, quand tu penses aux produits laitiers, tu te dis pas que ça va être la première marque qui va aller sur le rap, sauf qu'en fait, ils l'ont fait super bien. Ouais. Pour le coup, cette logique de brand content, puis très loufoque, donc en allant chercher aussi des rappeurs qui sont des entertainers, ils ont réussi à le faire et ils seront sans doute pas les derniers. C'est sûr là-dessus. Écoute, merci beaucoup Florian. Merci à toi, il va c'était plus clair passionnant. sur le menu, tout ce qui peut exister sur l'univers des marques et du rap. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver l'intégralité des autres interventions, des autres conversations sur le futur des marques et de notre métier communicant sur notre site thelinks.fr.